Un garçon que je connais et qui donne volontiers dans la comédie, le burlesque et en l'occurrence même le loufoque, a produit une vidéo qui permet à chacun de rire aussi à nos dépens. Mais enfin, Jean-Marie Le Pen lui-même et moi-même qui sommes aussi brocardés et en quelque sorte gentiment dans cette séquence, avons trouvé la chose assez drôle et je dois dire que elle est instructive quand même sur bien des aspects de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir cette vidéo, tout en sachant que selon la formule consacrée, ou plutôt à l'inverse de la formule consacrée, toute référence à des faits ou à des personnages réels serait en l'occurrence autre chose que fortuite. Mais je vous recommande aussi, bien sûr, de vérifier les informations qui s'y trouvent contenues en allant à la source. Vous ne serez pas déçus. Un, deux, un, deux. Est-ce que Mesdames et messieurs, mes respects, nous sommes en direct du Parlement européen pour vous présenter la remise du Grand Prix international Charlemagne 2015. Ce prix récompense des personnalités remarquables qui se sont engagées pour l'unification européenne. Déjà qu'à deux, c'est dur. À 28, c'est le bordel, je vous le confirme. Mesdames et messieurs, je vois s'affairer autour de l'estrade les anciens lauréats du prix Charlemagne. Je distingue à côté d'Aristide Briand le comte Nicolas de Courloff-Kalergi, détenteur du prix Charlemagne en 1950. Il est bien apprêté, costume de deuil avec un soleil d'Apollon et une croix, ce qui rappelle à notre bon souvenir les sources grecques et chrétiennes de l'Europe. Il est supplanté d'un beau bonnet d'âne financé par Warburg. Le comte Nicolas de Courloff-Kalergi, l'initiateur de l'Union européenne, dois-je vous le rappeler, qui, lors de la création de la CEE, craignait, et là je prends ma petite fiche, il craignait donc, je cite, une naissance d'une Europe des hommes d'affaires plutôt qu'une Europe de compatriotes. À ses côtés, Georges Pompidou, ancien trésorier du Comité français pour l'Union européenne, vice-président de la banque Rothschild, ex-président de la République française, responsable de la loi nous démettant d'un attribut fondamental de la souveraineté en nous empêchant de battre monnaie avec la loi promulguée en 1973, la loi dite Pompidou-Rothschild-Giscard. Valéry Giscard d'Estaing, justement, se tient à sa droite. C'est un vrai regroupement familial. Valéry Giscard d'Estaing, détenteur, lui, du prix Charlemagne en 2003. Il est là, bien apprêté, lui aussi, chevelure en peau de fesse, bijoux fournis par Bocassa. L'accordéoniste de Chamalières nous joue maintenant du violon, enorgueilli de la rédaction du traité de Lisbonne. Traité de Lisbonne, je vous le rappelle, qui fut rejeté par les Français lors d'un référendum, mais ratifié au Parlement sous la présidence de Nicolas Sarkozy. La délégation française est bien représentée avec Monet, Delors, Trichet, chercher l'intrus. On y pense bon catholique, un coup de pompe dans le cul, il se retourne en protestant. J'aperçois également, mesdames et messieurs, Robert Schuman. C'est bien Robert Schuman qui a accompagné de l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak qui font l'accolade à Jean Monnet. Ce sont les pères fondateurs de l'Europe, mesdames et messieurs. Schuman, Monnet, Spaak. Tous salariés, rémunérés donc par leur oncle Sam. On me parle dans l'oreillette. Les pères apatrides étaient-ils les tapins de l'Empire? Je demande confirmation, je ne veux pas dire n'importe quoi
aux auditeurs. Je ne sais pas, Léon, je suis comme vous, je cherche. Je vous confirme, Léon, je me confirme. On me confirme, les pères fondateurs de l'Europe étaient bien des employés américains. La CIA me confirme, mesdames et messieurs, ils sont de chez nous, me disent-ils, ils sont de chez nous. Ils sont eux qui étaient financés par les Américains, ces grands cons. Je prends donc note, mesdames et messieurs, les pères fondateurs de l'Europe ont donc été financés par les États-Unis, ce qui devrait nous inciter à la prudence. D'ailleurs, leurs cousins sont là, l'Europe américano-anglo-saxonne, maintenant il va falloir l'appeler comme ça, très certainement, se tient en lieu et place. J'aperçois Sir Winston Churchill, le roast-beef à cigare. À côté de lui, George Marshall, le Buick des années 40. Je détruis, je reconstruis, je suis chez moi. Bref, je fais mes plans. Henry Kissinger et Bill Clinton. L'un n'est pas commode, l'autre, au contraire, très secrétaire. Les cousins germains ne sont pas en reste. À côté d'une chaise vide, j'envisage le chancelier Konrad Adenauer ainsi que Walter Hallstein. Walter Hallstein, mesdames et messieurs, est l'ancien juriste du Troisième Reich et penseur de l'Europe d'avant-guerre, avec ses camarades Benito Mussolini, le grand démocrate italien, et le chancelier Führer, Adolf Hitler. Walter Hallstein, qui a donc recyclé ses plans d'Europe et qui a su échapper très habilement à Serge Klarsfeld en se dissimulant de 1968 à 1974 au sein du mouvement européen en tant que président, couverture parfaite, mouvement financé, on les retrouve, par les agences américaines via les fondations de ses soutiens d'avant-guerre, Ford et Rockefeller. On me le confirme aussi ou je dis n'importe quoi? On me le confirme. Ne vous fâchez pas, Léon. Bon. Alors que derrière les lauréats du Grand Prix Charlemagne, je vois au sein du Parlement un cortège funéraire se former. Le cortège funéraire se tisse au fur et à mesure, cortège tout habillé de taffetas. J'aperçois les sponsors de l'Union qui ouvrent ce cortège. C'est un vrai parc d'attractions, messieurs, dames. Nous avons Walt Disney, Coca-Cola, McDonald's, Michelin, Unilever, Microsoft, Warner, Samsung, Nestlé, Sony, Intel et Food Drug Association qui se mettent d'équerre pour laisser place à la Goldman Sachs qui, elle, marche au compas. Le pas s'accélère donc. Nous passons, mesdames et messieurs, de Charib dans Scylla, et je vais vous présenter, si je les reconnais, j'ai plus de fiches, on me donne plus rien, on veut plus me donner d'infos. Si j'aperçois Alexander Dubelius, le chef allemand de la Goldman Sachs, ainsi que Peter Sutherland, l'ancien commissaire de l'Union européenne. Lucas Papademos, Mario Monti, je reconnais Robert Selig, le chef de la Banque mondiale. Nous avons Petros Christophe Doulou, pour une fois que c'est pas un Américain, chef de l'agence de la dette grecque, qu'on surnomme aussi le tonneau des Danaïdes. Charles-Henri de Croisset, surnommé Croissant sans deuil, ou encore Triple A, pour aristo-américanophile ambitieux, ça se confirme, qui était chargé de surveiller en France l'autorité des marchés financiers, travail qu'il a occupé en excellant par son ignorance. Mesdames et messieurs, se tient devant moi Philip Murphy, dit le tenancier, ambassadeur américain à Berlin, membre de l'Alliance Brücke, tout comme Madame Bismarck, la chancelière Angela Merkel, la GPS du protocole, qui tient fermement la main au président de la République française François Hollande, pour ne pas que ce dernier trouve encore le moyen de se perdre sur le tapis rouge de 2 mètres sur 7. Mario Draghi est également là, le chef de la BCE, le soliste de la planche à billets, accompagné d'Omar Singh, chef économiste, conseiller de la GPS du protocole et conseiller Goldman Sachs. Goldman Sachs, l'étoile noire des cœurs rebelles, appelée également la Midas européenne, la Midas du PIB, vous ramenant le pot d'un pays en moins de 30 minutes. Ce n'est plus une remise de prix, messieurs, dames, c'est l'enterrement de la pensée helléno-chrétienne à laquelle nous assistons. D'ailleurs, des députés souverainistes conspuent ces oligarques. Il y a du brouhaha. C'est Jean-Marie Le Pen, me semble-t-il.
Jean-Marie Le Pen, c'est bien lui qui s'emporte. On se croirait chez les bolcheviks ici, Klamkin, on se croirait chez les bolcheviks et c'est le peuple qui va au charbon. Ce qui a le don d'exaspérer Daniel Cohn-Bendit qui se lève à son tour. Daniel Cohn-Bendit, tête rouge, tige verte. Vous n'avez pas le monopole du charbon, monsieur Le Pen, vous n'avez pas le monopole du charbon. Moi aussi, j'aime les mineurs. Daniel Cohn-Bendit se rassoit maintenant. Jean-Marie Le Pen tente de rétorquer, on lui coupe le micro, son discours n'est pas assez circoncis, me semble-t-il. La sécurité lui propose de l'amener en loge. Ni loge, ni coterie, clame-t-il, ni loge, ni coterie, il s'emporte. J'en retourne à mon paquebot, il a pris l'eau, lui rappelle-t-on, j'en appelle à la marine, le peuple rame, quelle galère. J'aperçois une journaliste de France 2 qui interpelle Bruno Gollnisch. J'ai des chiffres sur ma petite tablette graphique, semble-t-elle dire, tout en pratiquant des petits pas de salsa. Bruno Gollnisch, quant à lui, exige la transparence sur les comptes trafiqués pour faire entrer la Grèce dans l'Europe, dans le dos des peuples, dans le Bas-Rhin. La Goldman Sachs semble atteint de surdité. « Rendez-nous notre or !» hurle-t-il maintenant en s'adressant à Nicolas Sarkozy qui en a vendu 656 tonnes à un prix plus bas. La journaliste de France 2, fraîchement diplômée de l'école Brejnev, s'insurge. Ça n'a rien à voir, monsieur Gollnisch, avec l'Europe. Bruno Gollnisch, pantalon sur les chevilles et fesses au vent, rétorque. Et les culs, c'est du poulet, petite gourgandine. Et les culs, c'est du poulet. À ces mots, c'est les associations MRAP, Cran et SOS Racistes qui montent au créneau. Incitation à la haine raciale, lui jette-t-on. Incitation à la haine raciale. Je vous rappelle que le poulet est avant tout considéré comme de la viande blanche. Daniel Cohn-Bendit en remet une fournée, le libertaire 68 arts, le jardinier psychédélique, j'aime la bœuf et les papouilles, reprend son célèbre slogan à l'encontre du député Gollnisch. Élection, piège à con. Un mot con, c'est Dominique Strauss-Kahn qui se lève, accompagné de son agent immobilier, Dodo la Saumure, qui clame « Les cons, c'est notre business! Les cons, c'est notre business !» L'ancien directeur du FMI, fondement, mamelle et introduction, est remplacé par Christine Lagarde. Ils nous auront pompé jusque-là. On est des cons, on l'a dans le cul. Ou par souci de sémantique protocolaire. Et pour ne pas heurter les féministes et Madame le Président de l'Assemblée, on est des culs, on l'a dans le camp. Mesdames et messieurs, la théorie du genre a sa syntaxe que ma sémantique réprouve. L'hémicycle s'apaise maintenant. L'altercation rabelaisienne tradition française arrive à son terme. C'est du bon, du beau, de bonnet. On me signale dans mon oreillette la présence en dehors du Parlement de manifestants hostiles au traité transatlantique, mesdames et messieurs. Ils sont contenus par les milices privées des multinationales qui, me rapporte-t-on, ont décidé de porter plainte. En effet, le profit des autochtones, réel ou espéré par les firmes, sont annihilés par le Code du travail. Les manifestants sont repoussés, malmenés, remplacés par les touristes de Schengen, les matelots de Lampedusa, qui sont accueillis à bras ouverts et célébrés par le patronat. On leur offre un packaging valorisant nos assimilations, nos traditions et notre culture. Packaging qui contient, je vous le cite, des manuels scolaires relatant l'histoire du Mali, des ballons de football, des lance-pierres, des cocktails Molotov, des appartements spatiaux de 15 mètres carrés pouvant accueillir 30 personnes et un ticket de transport pour trouver un travail rémunéré via Bouygues au Black. Mais retournons à l'intérieur du Parlement, mesdames et messieurs. Les festivités s'annoncent. La nourriture prométhéenne s'amoncelle devant mes yeux émerveillés. Le traiteur s'approche maintenant. Est-ce le nôtre? Non, c'est le leur. Monsanto, l'agriculteur biologique qui nous propose ses plats. Je vais essayer de lire le menu avec mes petites jumelles. Nous avons donc du poulet chloré à tête de dinde pour faire chier les féministes, queue de porc pour emmerder les musulmans, goût fraise pistache, un bœuf aux hormones pesant 6 tonnes 5 né il y a 2 jours, couleur saumon, bison à tête de Mickey élevé à la ractopamine, goût hareng élevé en vigne, fromage issu de l'ostréoculture, couleur arc-en-ciel, le fromage kirangué, défaisant à 6 têtes, goût fraise tagada avec une sauce Roundup qui fait pousser le gazon, très prisé par la LGBT. Une moussaka, goût chips élevée directement en barquette, estampillé lumière. Les desserts sont arrêtés à la porte de Schengen, mesdames et messieurs. Que se passe-t-il? La présence d'un fruit antisémite qui aurait été constatée?
Le cran hurle sur la présence de bananes, ce qui ne fait pas sourire Christine Taubira. Les citrons sont proscrits, on ne veut pas en disposer les Chinois. Les gens s'insultent, ça va trop loin. Les revendications communautaires nuisent au dessert. L'Amérique Zemmour qui tente de trouver une solution. On n'a qu'à se rabattre sur le melon. On n'a qu'à se rabattre sur le melon. Alors que les migrants hurlent au dehors, supplantant les clochers. On est chez nous, on est chez nous. On est ici depuis 3 jours, nous explique-t-il dans un parfait congolais. Les invectives sont lancées de part et d'autre, mesdames et messieurs. Personne ne parle plus la même langue. C'est la tour de Babel qui s'effondre. Je n'entends plus. Si, je vous entends encore, Germain. Que se passe-t-il? Je vous entends. C'est un vrai cafarnaum ici, mesdames et messieurs, tandis que le cortège de la Goldman Sachs continue de défiler et que les lauréats du prix Charlemagne s'organisent en oligarchie. Ah, je vous entends, Germain, mais on m'a cassé mes lunettes. J'ai reçu un projectile. On m'a cassé mes lunettes. Mais elles sont en forme pyramidale. Je ne vois plus que d'un œil, tel le cyclope. Mon nom est personne. Sauvez au moins les moutons, je rends l'antenne. À vous, les studios. À vous, Cognac G. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs, nous allons donc rendre l'antenne, ce sont les aléas du direct. L'Odyssée continue, cependant nous reprendrons le direct dès que possible. Nous vous proposons de nous quitter en musique avec l'hymne européen qui s'intitule, non sans ironie, l'Aude à la joie. Nous rendons l'antenne et nous pensons fort à toi, mon cher Léon.